What's up YouTube? Aujourd'hui, on va réagir à l'iceberg des scènes les plus traumatisantes dans les dessins animés vidéo de Vector. Lien en description bien sûr. Et avant toute chose, ramène-toi sur Twitch. Je stream tous les dimanches à partir de 17h30. T'as qu'un seul jour de la semaine à retenir et c'est le dernier jour, 17h30. C'est tout ce que je te demande. Like, abonne-toi. Sinon demain, je viens renifler tes pieds. C'est parti. Quand on était petit, on a quasiment tous passé des heures à regarder des dessins animés sur Gulli, Disney Channel, Canal J, Cartoon Network, Tfou ou encore Nickelodeon. La plupart de ces cartoons étaient bon enfant, mignons, colorés et souvent basés sur l'humour. Mais il arrivait parfois que pendant un épisode, une séquence de quelques secondes, l'ambiance change radicalement. Et qu'une scène, un moment, nous surprenne, nous choque ou nous terrifie. Ouais, mais je pense qu'on va il y a moyen qu'on revoie qu'on retrouve des scènes qu'on avait déjà vues dans la vidéo d'Eldorac à l'ancienne, pour ceux qui étaient là le stream. Donc il y a des trucs on sera un peu moins choqués, je pense. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur les dessins animés les plus sombres et dérangeants. Des œuvres particulièrement obscures, destinées à un public adulte. Aujourd'hui, le concept, il est différent. Dans cet iceberg, on va parler de scènes bizarres, dérangeantes, voire même terrifiantes, dans des dessins animés, c'est quoi, il parle de quoi là? On va parler de Pingouserie, Marcelino... Ok, Goga! Scènes Ah, si! Je crois savoir de quoi il va parler. Bizarres, dérangeantes, voire même terrifiantes, dans des dessins animés et des films d'animation très connus, destinés à un jeune public. Bon, Courage Chafroussard, ça choque qui? Des séquences qui ont marqué, voire même traumatisé certains enfants. Et comme d'habitude, ces scènes seront de pire en pire à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs de l'iceberg. Accrochez-vous et plongez avec moi pour explorer la face sombre de vos dessins animés préférés. Oh, Coraline aussi! Nemo, c'est le tout premier film que je suis allé voir au cinéma. C'était au début des années 2000. Je devais avoir 3 ou 4 ans et mes parents m'avaient emmené à la Cité des Sciences. Les OST de Silent Hill, j'aime trop quand les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on regarde des icebergs, il y a toujours des OST de Silent Hill. Ils nous mettent trop bien les frérots. De la Villette. À l'époque, il y avait une espèce d'immense sphère métallique qui abritait un cinéma. L'écran était immense et couvrait une grande partie de l'intérieur de la sphère, de sorte à ce que l'image était projetée tout autour du champ de vision du spectateur. Mes souvenirs sont flous, mais c'était vraiment hyper impressionnant et immersif, et le son était extrêmement fort. Le film se lance et j'étais complètement fasciné et captivé par cette expérience complètement inédite pour moi. Jusqu'au moment où arrive cette fameuse scène. J'ai l'impression que je saigne. Oh, Dory, t'es blessé? Délicieux. Wesh! C'est une bouchée! Contre-toi, Bruce! Oh, rappelle-toi, les poissons sont nos amis! On les touche plus! Dory, attention! D'après ce qu'on m'a raconté, j'ai commencé à pleurer et On parle de Nemo, les gars. hurler dans la salle et mes parents ont dû sortir du cinéma. Cette scène, à seulement 3 ans dans un contexte aussi impressionnant et immersif, ça m'avait traumatisé à l'époque. Et je sais pas s'il y a un rapport, mais aujourd'hui je suis encore fasciné. À croire c'est les dents de la mer, mais toi tu réalises pas là, gros. C'est des petits qui regardent ça si jamais, hein. Je sais pas si t'es au courant, hein. C'est des petits qui regardent ça, gros. Là ça te choque pas, bah oui t'as grandi, heureusement t'as grandi, frère. Mais là tu mets un petit devant ça, là. Tu vois, il va se dire quoi? Il va se dire, oh lourd, putain le requin il a des dents de ouf, gros, vas-y croque-le. Frère, c'est des petits, wesh. C'est loin d'être la seule scène qui a terrifié certains enfants de l'époque. Regarde, Déjà, Nemo, il y a la frère. rencontre avec l'horrible créature dans les abysses, toutes les scènes avec Darla, la petite fille psychopathe, et évidemment l'attaque du barracuda, histoire de bien choquer les gamins dès le début du film. Les gens j'étais à les petits. Ah si vous, votre enfance foirée là. Vous nous faites les rebelles ici là. Animation diffusée à la télévision à partir de 1990. On suit les aventures d'un manchot vivant en Antarctique. Le dessin animé est principalement à but humoristique et l'animation est réalisée en stop motion, ce qui lui donne une esthétique assez particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pingu est destiné à un très jeune public. On parle d'enfants de 2 ans là. 2 à 5 ans. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Pingu's Dream. Au début de l'épisode, on voit Pingu s'endormir pendant que sa maman lui lit une histoire. Quelque temps plus tard, il se réveille en sursaut car son igloo commence à bouger. Son lit commence à prendre vie et le transporte à travers la banquise. Ah. Bordel, c'est quoi ce truc là? Ouais, c'est effrayant, on l'avait déjà vu ça. Ça, pour un enfant de 3 ans, ouais, c'est juste un screamer en fait. Ça, c'est choquant, les gars.
Je suis sûr que l'apparition aussi soudaine de cette espèce de morse au design terrifiant dans un dessin animé aussi enfantin, ça a dû faire pleurer beaucoup de gamins à l'époque. D'ailleurs, apparemment, de nombreux parents se sont plaints auprès de la production, ce qui a conduit au retrait de l'épisode de la diffusion au Royaume-Uni. Le Géant de Fer est un T'as une film bonne d'animation mémoire. Bah gros, on l'a vu vraiment l'année passée, hein. américain sorti Non, il y a en 2 ans en fait, je crois. 1999. On suit un jeune garçon nommé Hogarth. Un soir, sa mère lui annonce qu'elle va terminer son service tard. Hogarth en profite donc pour regarder la télévision en mangeant des cochonneries. Mais soudainement, l'image se brouille, et en montant sur le toit, il découvre que l'antenne a été arrachée et que plusieurs éléments à l'extérieur de la maison ont été saccagés. Poussé par sa curiosité, il va pénétrer dans la forêt. L'apparition soudaine du Géant de Fer dans la nuit noire après une longue scène angoissante, ça m'avait terrifié quand j'étais petit. J'ai des souvenirs très flous de ce film. J'ai jamais vu ce film. Si on est beaucoup à l'avoir vu. Y en a qui l'ont Apparemment, vu. ça a été un grand succès critique, mais un échec commercial. Il est temps de plonger sous la surface pour explorer Les eaux claires. The Legend of Dratini. Pokémon a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Les cartes qu'on s'échangeait dans la cour, la version Diamant et Perle sur Nintendo DS, et bien sûr, l'animé avec son générique mythique. Ah, ça aussi, on l'a vu. Putain, cette scène. Qui se rappelle ma première réaction quand j'ai été choqué de voir ça, frère? Et wow, tranquille. The Legend of Dratini, c'est un épisode où les créateurs de la série ont tout simplement pété les plombs. Sacha et ses amis vont faire la rencontre de Kaiser, le gardien de la zone safari, qui va menacer des enfants avec une arme à feu dans le plus grand des calmes. Il va également tirer sur la Team Rocket avant que la situation s'inverse et qu'il tente de lui mettre la pression avec son propre pistolet. Putain, mais c'est pas dingue, tout. n'empêche, quand on y repense, hein. Dans l'interrogatoire, Un gun Yaous va tout simplement se déguiser en... Attends, quoi? Alors, pourquoi, je sais pas. L'homme s'appelle Kaiser, ça sonne sacrément allemand, est-ce qu'il y a un quelconque rapport? Ça, je vous laisse en juger. Cet épisode a évidemment été banni de la plupart des pays. Les versions en anglais qu'on peut trouver ont été doublées par des fans, et l'épisode n'a jamais été diffusé en dehors de l'Asie. C'est pas le seul épisode qui sort drastiquement de l'univers family-friendly de Pokémon. Beauty and the Beach a également été banni en Occident pour des scènes assez... douteuses. Alors ça, on n'avait pas vu par contre. D'abord, vous détruisez mon bateau, et ensuite, mon quai, vous allez le payer. You destroyed my dock! You'll pay for this! This is all a big mistake! You remind me of my granddaughter. Pourquoi il a rougi? Les gars, c'est un vieux, c'est une petite, hein. Pourquoi il a rougi comme ça? Oh. Ok. Kirikou est une série de longs métrages réalisée par Michel Oslo. J'ai vraiment saigné les 2 premiers films quand j'étais petit. Mais moi, à l'époque, les cassettes. Oh, les cassettes, gars. Les DVD. Arrête d'appuyer sur play et tout. Et t'avais l'intro du truc, là. Oh, putain. Kirikou, T'avais les l'intro gars, du lecteur, là, je sais pas quoi, là. c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, très différent des grosses productions américaines. En plus de traiter certains sujets très sombres, l'atmosphère était très particulière, et on a tous été marqués par des séquences différentes. Moi, il y a une scène en particulier qui m'avait terrifié. Dans le film original, l'eau de la source du village a disparu pour une raison inconnue. Kirikou se faufile dans un conduit étroit jusqu'à une cavité souterraine où il tombe sur ça. C'était quoi ça? Marcelino, c'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais très jeune. J'ai pas tant de souvenirs que ça. Je me rappelle seulement de 2 choses. La musique du générique, que je vais pas diffuser pour des raisons de droit d'auteur, et l'atmosphère douce et mélancolique qui se dégageait de cette série. Avant mes recherches, je comprenais pas pourquoi il y avait un sentiment de T'as tristesse plus de contexte, qui se apparemment dégageait de pas, hein. ces souvenirs très flous. Jusqu'à ce que je revoie le dernier épisode de la saison 1. Avant ça, je vais vous résumer rapidement l'histoire.
Un jour, des moines découvrent un petit garçon abandonné devant la porte de leur monastère. Ils cherchent sa mère mais ne la trouvent pas, et décident finalement de l'adopter et de l'appeler Marcelino. En grandissant, le petit garçon va découvrir qu'il a le don de parler aux animaux, et décide de devenir défenseur de la cause animale. Un jour, il va découvrir dans le grenier du monastère un Christ crucifié sur une croix poussiéreuse. Marcelino commence alors à s'y attacher et lui apporter tous les jours du pain et du vin. Le jour de son 6e anniversaire, il déprime. Son seul souhait est de retrouver sa maman. Il va alors voir le Christ pour lui demander de retrouver sa mère. Je voudrais retrouver ma maman. Tu peux m'aider? Wow. Viens avec moi. Je t'emmènerai voir ta maman et plus jamais vous ne serez séparés. Mets tes bras autour de moi et n'aie pas peur. Quand les moines rentrent dans la pièce, le Christ et Marcelino ont disparu. On comprend alors que Marcelino est décédé pour rejoindre sa mère au paradis. Il est mort à la fin du coup. Mais il s'est donné la mort? Hey. La scène est belle, forte, mais particulièrement déchirante. Encore plus pour un enfant. Les créateurs de la série ont tout gâché en faisant une saison 2 où il ressuscite comme par magie, mais c'est ça. Bon. La vraie fin de Marcelino. Wow. Enfonçons-nous maintenant. Et la fin, elle fait mal, les gars. Mais attendez, mais genre, personne réagit dans le chat, là. En mode, pour vous, c'est normal. Et la fin, elle fait mal, frère. Plus profond dans l'océan Wow. pour découvrir Les eaux sombres. SpongeBob. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Bob l'éponge, une des franchises les plus connues et rentables Là, on de est l'histoire rodé. de l'animation. Dans l'épisode I Was a Teenage Gary, Bob et Patrick doivent partir quelques jours pour aller à une convention. Bob demande à Carlo de garder Gary, son escargot de compagnie en son absence. Mais à son retour, Carlo a passé son temps à bronzer et a totalement oublié de s'occuper de Gary, Là, qui il m'a est choqué dans un pour que je piteux réagisse. état. Ils font Faut que je venir un réagisse. vétérinaire qui leur donne un snail plasma, un espèce de médicament pour escargot. Bob va demander à Carlo de piquer Gary avec la seringue, mais dans la confusion, il va injecter le médicament à Bob. Gary, I'm fine. Ah ouais, ça, on l'avait vu aussi. Oh, putain. That's okay. I'm a lefty anyway. Now I don't have to buy those new shoes. I take it back. Ça reste toujours autant dérangeant, les gars. Something is wrong with me. Cette scène de Ouais, on transformation l'avait vu, ouais. cauchemardesque a marqué les esprits de beaucoup d'enfants. Une autre scène terrifiante qui revient quand on parle de Bob l'éponge se déroule dans l'épisode SpongeBob in Random Land. Un client appelle le Krusty Krab pour se faire livrer un burger à domicile. Le patron envoie Bob et Carlo à Random Land, un endroit extrêmement étrange et psychédélique pour effectuer la livraison. À un moment, un mur de porte apparaît soudainement devant eux, et quand ils décident de les ouvrir, cette image Ah est une référence à ouais. une creepypasta très connue sur Carlo, Oh, tournée purée. sur internet aux alentours de 2010. Cependant, cette scène a rapidement été censurée pour remplacer le screamer par un On l'avait vu, ouais. espèce de bébé Carlo. Je crois qu'ils étaient dans les studios et ils se sont dit, vas-y, on va leur mettre un petit screamer comme ça, ils graillent un peu les petits. Dingue. Fun fact, les créateurs de SpongeBob dessinaient des popcorn avec les persos pour se détendre entre 2 épisodes. Je crois que quelqu'un me l'avait déjà dit en plus, mais c'est effrayant. Les contes de Terre-Mère. Les Contes de Terre-Mère est un film d'animation sorti en 2006, réalisé par le studio Ghibli. Je vais pas m'épancher sur l'histoire, c'est vraiment pas le film du studio que j'ai le plus apprécié. Le long métrage contient des scènes de violence graphique, comme l'assassinat d'un père par son propre fils, mais aborde également des violences psychologiques et des thèmes sombres et dérangeants. Mais si je vous parle des Contes de Terre-Mère, c'est pour une scène en particulier qui m'a profondément marqué. L'antagoniste du film s'appelle Aranéide, une sorcière qui vit en marge de la société. Durant tout le film, elle est froide et très calme. Son visage est neutre, sans expression, jusqu'à cette scène. Je suis sur le point d'obtenir la vie éternelle. Bientôt je goûterai à l'extase d'une existence sans fin. Aranéide, la répétition incessante des cycles de naissance et de mort est l'essence même de la vie. Je suis bien au-delà de ces absurdités. Ce moment précis,
Cette frame où son expression passe du neutre à la monstruosité en une fraction de seconde, je m'en souviens parfaitement. Ok. J'ai littéralement bondi de mon siège à l'époque. J'avais vécu ça comme un screamer. Mais la plupart des enfants ont été bien plus traumatisés par les scènes finales, soit par la transformation d'Araneid, soit par sa mort très graphique. Terrifiant, terrifiant. Oh! Qui s'oppose à ma volonté doit disparaître. Mais what? Futurama est une série d'animation créée en 1999 par Matt Ils ont Groening, pété les plombs, le frère. créateur des Simpsons. En 1999, Fry, un jeune livreur de pizza, est accidentellement cryogénisé et revient à la vie 1000 ans plus tard dans une société qui a bien changé. Dans l'épisode Jurassic Park, Fry visite un musée quand il tombe nez à nez avec un chien fossilisé. Ce chien, c'est Seymour, son animal de compagnie dans son ancienne vie en 1999. Le professeur Farnsworth Tu sais que les gars, je n'ai jamais vu Futurama, les gars. Et je pense qu'il y a un monde où je vais le découvrir en stream. produit En vrai. un clone qui aurait les mêmes souvenirs et la même personnalité. Fry est aux anges et prépare avec enthousiasme l'arrivée du chien. On lance le processus de clonage et son Ouais, merci ordinateur Clément, voilà ça. informe que Seymour est mort à l'âge de Connais 15 pas, ans, t'inquiète, tu vas ce qui connaître. signifie qu'il a vécu 12 ans après la cryogénisation de Fry. Fry change d'avis et interrompt le clonage, persuadé que Seymour a refait sa vie, trouvé un nouveau propriétaire et l'a complètement oublié. Pour Fry, l'histoire s'arrête là, mais pas pour les téléspectateurs qui ont le droit à Bon l'un des appétit, flashbacks Nico. les plus tristes de tu me l'histoire donnes de faim, en la plus. télévision. Faut que je graille moi aussi après. Ah, je crois qu'il y a un monde où on a déjà vu ça aussi. Putain. Tu sais que cette scène, des scènes comme ça où les chiens ils attendent que leur maître y rentre, je crois que c'est top 1 des pires douleurs de l'humain peut ressentir. Hein. En mode quand tu regardes ça, tu sais. Ça fait mal au cœur, gars. C'est pas pour rien qu'on dit que les gars, le meilleur ami de l'homme c'est le chien. Wow. Ah ouais? C'est l'histoire vraie? 12 ans. Pendant 12 ans, le chien a attendu son maître nuit et jour devant la pizzeria où il travaillait, jusqu'à ce que fatigué et désespéré, il finisse par s'endormir pour l'éternité. Wow. C'est l'une des scènes les plus déchirantes de l'histoire de l'animation. Et cette séquence, elle est tirée d'une histoire bien réelle, celle du chien Hachiko. Pendant les Ah, années au 20, Japon, Hachiko oui. attend tous les soirs à la gare de Shibuya à Tokyo que son maître rentre du travail. Un jour, son maître meurt soudainement pendant son activité professionnelle. Évidemment, le chien ne comprend pas la situation. Et pendant 9 ans, Hachiko va attendre son maître tous les jours sur le quai de la gare, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Oh putain. Hardman Animation. Pour cette entrée, je vais pas parler d'un dessin animé en particulier, mais d'un studio d'animation dans son ensemble. Hardman Animation a été fondé en 1972 par Peter Lord et David Sproxton. Ils se sont notamment fait connaître par leur technique d'animation très particulière qu'on appelle la claymation. Une technique qui consiste à fabriquer des personnages en pâte à modeler et à les animer en stop motion en bougeant légèrement les figurines entre chaque prise de vue. J'étais très fan de leur création quand j'étais petit. L'esthétique elle est très cool et se démarque vraiment de la concurrence des films de Disney et Pixar de l'époque. Mais ça Que donne j'ai jamais également vu. un aspect qu'on peut trouver étrange, bizarre, voire même dérangeant dans certaines scènes de leurs films. On va commencer par leur premier gros succès sorti en 2000, Chicken Run. Une des scènes qui m'a marqué, c'est quand Madame Tweedy fait le compte de la production des œufs et s'aperçoit que Edwin n'a pas pondu son quota. Oh Seigneur. Il y a également toute la scène dans la machine à tourte qui m'avait bien stressé à C'est l'époque. horrible de voir Il y a ça. aussi plusieurs scènes dans Wallace et Gromit qui peuvent prêter à sourire aujourd'hui, mais qui m'avaient bien fait flipper quand j'étais petit. C'est pas pour leur grosse production que je voulais absolument vous parler du studio Hardman, mais pour leurs courts-métrages beaucoup moins connus, dont certains sont restés gravés dans ma mémoire. Wow. Je me souviens plus précisément comment j'étais tombé dessus.
Mes parents avaient peut-être le DVD qui regroupe tous ces courts-métrages, un prof nous l'avait potentiellement montré en classe, ou c'était peut-être dans les bonus d'un DVD de Chicken Run ou Wallace et Gromit. Et dans tous ces courts-métrages, tous plus absurdes et bizarres... Faut que tu fasses un Chicken Run. Mettez-le dans les trucs à réact sur le site Discord. Glissez-le là, comme ça je l'oublie pas. Il y en a un qui m'avait tout simplement traumatisé, jamais sans mon sac à main. Dans ce mini-film, on suit une petite fille qui habite avec sa tante. La tante reçoit une lettre lui disant qu'elle n'a pas réglé la dernière échéance de paiement de sa machine à laver et que la société est dans l'obligation de prendre les mesures prévues dans le contrat. Contrat qui stipule tout simplement que tout mauvais payeur sera envoyé en enfer. Wow. La tête du diable, les sound design, c'est vraiment terrifiant. Après avoir enterré sa tante, la petite fille qui vit désormais... C'est terrifiant ce que je regarde les mecs, hein. Seule dans la maison, regarde la télé quand elle entend le plancher grincer. La tante revient dans le monde des vivants, tout simplement parce qu'elle avait oublié son sac à main. Mais le diable va pas la laisser tranquille, et revenir les hanter sous la forme d'un sac à main monstrueux. What the fuck? On va maintenant réellement attaquer les choses. Et non, les gars, j'ai pas envie de dire qu'ils sont créatifs, mais ils sont... Les studios, vraiment, je crois, ils boivent trop de Red Bull, hein. Courage, le chien froussard. Ah bon, ça, je suis rodé, frère. Allez, Courage, le chien froussard est un dessin animé américain diffusé pour la première fois en 1999. On suit Courage, un chien particulièrement peureux qui se retrouve plongé malgré lui dans des aventures paranormales et surnaturelles. J'ai pas regardé la série quand j'étais petit parce que j'avais pas Cartoon Network, mais en lisant les commentaires, j'ai vu qu'énormément de Français et d'anglophones avaient adoré. Le dessin animé est connu pour son humour noir, son atmosphère très particulière et comporte pas mal de scènes bien flippantes. La séquence qui m'a le plus marqué, c'est une créature archi dérangeante que voit Courage pendant un de ses cauchemars. Perfect. Mais c'est terrifiant d'empêcher de revoir ça. Ça bouge pas, hein. Il y a beaucoup d'autres scènes angoissantes, comme l'apparition... Mais moi je pense qu'il y a un vrai lore à étudier sur Courage le chat froussard. Et je pense que j'en parlerai en TikTok. ...de la momie bizarre en 3D... Ouais, ça je sais que ça se préférait, ça je sais, ouais. ...un univers d'animation... Enfin, pas toute la série, mais déjà l'endroit, oui, il existe. Au Nouveau-Mexique, ce qui est pas de bêtises, au Nouveau-Mexique. Et même qu'il y a eu une affaire dans cette maison en question, là, au Nouveau-Mexique. classique en 2D. Une affaire de meurtre ou je sais plus c'était quoi, là. Oh, putain. Et ce visage cauchemardesque, qui semble être un homme maquillé qu'on a incrusté à l'aide d'un fond vert. Mais le moment terrifiant le plus connu, c'est sans aucun doute la scène de la petite fille au violon. Girl. Ah, moi je parlais pas de ça, Nico. Je parlais pas de ça. Moi je parlais de l'affaire qui s'était passée dans cette maison au Nouveau-Mexique. Le drôle de Noël de Scrooge. Parce qu'il y a eu un meurtre dans la maison au Nouveau-Mexique avec ça. Il y a eu une affaire là-bas. Est un film d'animation sorti en 2009, adapté de A Christmas Carol, un conte écrit par Charles Dickens. Le film se déroule le 23 décembre 1843. On suit Scrooge, un vieil homme méchant, avare et grincheux. C'est la veille de Noël. Tout le monde se réunit avec ses proches pour fêter ça, mais pas lui. Il refuse l'invitation de son neveu et s'enferme seul chez lui. Mais pendant la nuit, il reçoit la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie et son caractère à tout jamais. Je me souviens très bien d'être allé le voir au cinéma à l'époque. J'avais 9 ans, donc j'étais pas non plus tout petit, et pourtant j'ai eu un profond sentiment de malaise en sortant de la salle. Bon, déjà pour commencer, on va parler de l'esthétique. Le film est réalisé entièrement en motion capture. Une technologie utilisée pour la première fois en intégralité dans un film d'animation 3D quelques années auparavant dans le Polar Express.
Film qui est très nul au passage, c'est bon ou pas? TikTok, vous me l'avez maxé pour rien. Parce que moi j'avais jamais vu ce film. Et quand j'ai découvert avec vous en stream là il y a quelques semaines là, quand j'ai fait mon comeback littéralement en avril là, quand j'ai découvert ce film... Et ces deux films, ils me font exactement le même effet. Ça me met particulièrement mal à l'aise. Ouais, c'est ça. On appelait ça l'Uncanny... Ah bah voilà, il en parle en plus. L'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. expliquer ce sentiment à travers le concept de la vallée de l'étrange. Une théorie selon laquelle plus une représentation artificielle d'un humanoïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Ouais. En gros, étant donné que le motion capture s'appuie sur les mouvements de véritables acteurs, les mouvements et les mimiques sont ultra réalistes et crédibles. Par contre, les designs des personnages sont purement artificiels, avec des proportions surréalistes et des textures qui manquent de vie. Ce mélange donne une patte graphique que je trouve extrêmement repoussante. Mais c'est surtout le contenu du film en lui-même qui m'a profondément marqué à l'époque. T'as même Monster House les gars, rappelez-vous. Tout au long du film, Ouais. Scrooge va faire la rencontre de différents fantômes, dont certains sont terrifiants. Mais moi, la scène qui m'avait profondément marqué à l'époque, c'est celle-là. Celui-là est l'ignorance. Celle-ci, la misère. C'est quoi ce film? Bien garde. C'est quoi ce film les gars? N'ont-ils donc ni refuge, ni ressources? Y a-t-il plus de prison? Oh, il est passé de petit garçon? C'est quoi? C'est quoi ce film les mecs? Y a-t-il plus de prison? What the fuck? N'y a-t-il plus de Mais c'est quoi ça? C'est dérangeant. C'est dérangeant à regarder les gars. Premier degré, j'ai eu des frissons. Kids Next Door est une série d'animation américaine diffusée de 2002 à 2008. On suit un groupe de 5 enfants, les Kids Next Door, une organisation qui lutte contre la tyrannie des adultes et des adolescents. L'épisode Operation Pink Eye s'ouvre sur Oji, un des enfants de Kids Next Door, qui mange un crumble aux pommes déguisé en détective. Il y a une grave épidémie de conjonctivite dans l'école, une maladie qui génère une espèce de croûte dégueulasse sur les yeux des victimes. Oji enquête sur l'affaire. Je crois qu'on l'a vu et il va parler d'un truc qui va me dégoûter encore plus. Je dois manger tout à l'heure, frère. Porte cachée dans les bureaux de l'infirmière, il va faire une découverte terrifiante. Ouais, on l'a vu. Oh les gars, ceux qui sont en train de manger, force à vous. Force à vous les gars. Oh. Elle a créé une machine, putain. extrait la mousse sortant des yeux des malades pour faire des gâteaux que mangent tous les élèves depuis le début de l'épisode, qui les contaminent à leur tour pour augmenter la production. Oh putain. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. C'est une des idées de scénario les plus ignobles que j'ai pu voir, toute production audiovisuelle confondue. C'est dégueulasse les gars. Accrochez-vous, parce qu'il est temps d'attaquer le dernier niveau de cet iceberg. Bienvenue. Cat Dog, je sais de quoi il va parler, Coraline certainement, et Blue Cat Blue je connais pas, les mères de Sophie je connais pas. Les malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie est une série d'animation créée en 1998, adaptée des romans de la comtesse de Ségur. C'est pas pour une scène en particulier que j'ai décidé d'en parler dans l'iceberg, mais pour l'intégralité de la série. À l'âge de 8 ans, Sophie perd sa mère et une partie de sa famille dans un naufrage causé par une violente tempête. Peu après, son père contracte une grave maladie. Sachant qu'il ne va pas tarder à rendre l'âme, il se marie avec Madame Ficini pour que sa petite fille ne se retrouve pas toute seule. Au début, elle est gentille avec Sophie, mais dès la fin du mariage, elle va commencer à montrer son vrai visage et la battre violemment.
Son père jure à Sophie de l'éloigner de cette horrible femme, mais il va brutalement décéder sans avoir eu le temps de tenir sa promesse. Wow. Sophie est désormais entre les griffes de sa belle-mère et son cauchemar commence. Pendant toute la série, Madame Ficini la punit, l'humilie, la méprise et la frappe violemment. Je vais pas raconter toute l'histoire ou décrire chaque scène difficile parce que ça demanderait une vidéo entière, mais cette série elle est tellement sombre. Sincèrement, je sais même pas pourquoi je regardais ça quand j'étais petit. Les malheurs de Sophie, c'est la descente aux enfers d'une petite fille qui n'a rien demandé et qui est plongée dès l'enfance dans une vie misérable. Waouh. Cat Dog est une série d'animation américaine créée en 1998. Là, je sais ce qu'il va dire là. Il va parler de l'épisode où il va se... Bref. J'ai l'impression que c'est surtout populaire aux États-Unis. Personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant mes recherches. Même si j'ai vu que ça a aussi été diffusé en France sur plusieurs chaînes au début des années 2000. Dans ce dessin animé, on suit les aventures de chat et chien, un espèce d'animal hybride bizarre. Les deux ont des personnalités radicalement différentes, mais vivent dans le même corps, ce qui donne lieu à des situations absurdes et humoristiques. On va parler d'un épisode en particulier qui a horrifié beaucoup de téléspectateurs. Dans Thief for Two, chat et chien se rendent chez le dentiste car la dentition de chat est dans un état terrible. Dans le cabinet, ils apprennent que comme leur corps est lié, toute la malbouffe que mange chien se répercute sur la santé dentaire de chat. Chat demande à chien d'arrêter de manger des cochonneries, mais il refuse d'obéir et continue à s'empiffrer. La nuit tombée, chat est à bout de nerfs. Rongé par la douleur et ayant tout essayé, il va décider de nettoyer la bouche de chien en passant par l'intérieur de son propre corps. Ça va donner l'une des scènes de body horror les plus dégueulasses de l'histoire de l'animation. Les gars, ceux qui supportent pas le body horror, masquez-vous les yeux, mais c'est dégoûtant ce qui va se passer là. Oh putain. C'est dérangeant de voir ça, frère. Wow. Coraline est un film d'animation sorti en 2009, réalisé par Henry Selick, le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Coraline est une petite fille qui emménage dans une vieille maison avec sa famille. Ses parents travaillent énormément et n'ont pas le temps de s'occuper. Oh d'ailleurs les gars, il y a une rumeur qui disait qu'il y avait un Coraline 2. Est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment c'est du maxage? Elle se sent profondément seule et pour tuer l'ennui, parce qu'en vrai ça pourrait être bien d'avoir un Coraline 2, ce serait tellement tough les gars. Elle va explorer la vieille bâtisse jusqu'à trouver une porte mystérieuse qui mène vers une dimension parallèle. Dans cet univers, ses parents sont complètement différents. Ils sont extrêmement gentils, affectueux et font tout pour rendre Coraline heureuse. Elle va passer de plus en plus de temps dans cette dimension parallèle, avant de se rendre compte qu'elle court un grave danger. Contrairement à la plupart des entrées de l'iceberg, je vous parle pas de Coraline pour une scène en particulier. Le film entier a une ambiance angoissante et oppressante. L'esthétique est assez singulière et l'animation en stop motion donne un rendu assez bizarre et dérangeant. Tout le délire autour des poupées m'a mis assez mal à l'aise, comme le design de certains personnages. Mais le personnage qui a marqué les esprits, c'est évidemment la deuxième mère de Coraline. Déjà sa version de base avec les boutons sur les yeux, je la trouve terrifiante. Mais alors quand elle va sortir son côté maléfique à travers ses différentes transformations, là c'est encore un autre délire. Vous n'êtes pas ma mère. Tu vas t'excuser tout de suite, Coraline. Non. Attention, je te laisse jusqu'à 3. 1, 2... Aïe, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça fait mal. C'était terrifiant ça les gars. Hein. Désobéir à ta mère. Je crois, hein. Ouais, cette scène ici là, avec le couloir, comment c'était terrifiant ici frère. Peu importe notre génération, on a tous regardé au moins une fois Tom et Jerry quand on était petits. Cependant, il y a un épisode qui diffère drastiquement du reste de la série. Dans l'épisode Blue Cat Blues, Tom tombe fou amoureux d'une jeune chatte blanche. Il va tout faire pour l'impressionner et lui offrir les plus beaux cadeaux possibles malgré ses maigres économies. Mais il a un rival, un chat nommé Butch, bien plus riche que lui, qui va couvrir la jeune chatte de présents, tous plus chers et grandioses les uns que les autres. Dans une dernière tentative de l'impressionner, il va s'endetter et signer un contrat qui lui coûtera notamment un bras et une jambe pour pouvoir s'offrir une voiture.
Mais Butch écrasera son véhicule avec une voiture gigantesque et partira avec sa dulcinée. Tom tombe dans une profonde dépression et commence à boire. Contrairement aux autres épisodes, Jerry fera tout pour l'aider, mais en vain. Tom, désespéré, finira par s'asseoir sur un chemin de fer. À la fin de l'épisode, Jerry va découvrir que son amante est également partie avec un autre homme. N'ayant plus la force de se battre, Jerry va rejoindre Tom sur les rails alors qu'on entend un train arriver à toute vitesse en arrière-plan. Ça cause des... Je terminerai par ma phrase. C'est la fin de cet iceberg, j'espère que vous l'avez apprécié. Putain. Si vous l'avez... C'est quelqu'un les dessins animés, hein. Quand je vous dis qu'il cachait des vrais messages. Là, le type qui a créé la série, là, il s'est dit... Bon, en vrai, vas-y, j'arrive à la fin de Tom et Jerry. Là, je peux faire ce que je veux. Vas-y, je suis pas bien. Vas-y, frère, je sais pas, ma meuf, elle m'a laissé, frère, pour un autre gars qui était plus beau, qui avait des tales. Vas-y. C'est quoi, je vais mettre ça dans mon dessin animé, tiens. Et là, il a fait le dernier épisode, il s'est dit, vas-y, je lâche tout. Et là, il évoque le suicide, frère. Si je peux donner des conseils aux jeunes garçons qui regardent ce stream, même moi, il y a des jeunes dames qui regardent ce stream, les gars. Ayez des buts dans la vie, concentrez-vous, faites ce qui vous plaît, mais ne calez pas toute votre attention vers des meufs. Et à l'inverse, les meufs, ne calez pas toute votre attention vers des gars, frère. Ça sert à rien, mec.